Bonjour à tous, je remercie l'AFA pour l'invitation. Je vais vous parler d'un sujet où il y a beaucoup de données dans la littérature. Je vais essayer d'être assez synthétique. Donc, tout d'abord, il y a deux bénéfices potentiels pour la combothérapie. On peut avoir l'objectif de réduire l'immunogénicité, et ça va être principalement en lien avec la biothérapie. On sait que les anti-TNF sont associés potentiellement à la survenue d'anticorps anti-médicaments, qui sont un facteur d'échec. Mais on peut aussi avoir un effet spécifique du co-immunosuppresseur qui peut avoir une efficacité par lui seul. Et donc cet impact, il va être principalement en lien avec l'immunosuppresseur. Ces deux potentiels, ils sont non mutuellement exclusifs. On peut en avoir un des deux ou les deux ensemble. Et ils vont être tous les deux impactés par le profil du patient. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. En termes de niveau de preuve d'efficacité, on a le plus haut niveau de preuve avec la combinaison infliximab et thiopurine, avec deux essais que vous connaissez très bien, randomisés contrôlés, l'essai Sonic et l'essai Success, qui montrent une efficacité de l'ordre de 25 à 30% de diminution du risque d'échec avec la combothérapie. On n'a pas ces données avec l'adalimumab. On a un seul essai randomisé associé au thiopurine qui était négatif et des méta-analyses de données observationnelles qui suggèrent un impact modéré dans la période d'induction et absence de différence dans la maintenance. Et aussi, toutes ces données, elles sont très majoritairement avec les thiopurines. On a très peu de données avec le méthotrexate. On a aussi un essai dans la maditrone qui est négatif, mais dont le design peut poser certaines questions. Donc pourquoi on a identifié l'efficacité majoritairement avec l'infliximab? Principalement, il y a avec l'immunogénicité qui est plus élevée avec l'infliximab comparé à l'adalimumab. Et là aussi, on a des études assez bien faites. Cette cohorte PANSS, une cohorte britannique avec à peu près 10 000 malades inclus naïfs d'anti-TNF, suivis pendant un an. Et on voit qu'à un an, le taux d'anticorps antimédicaments était de plus de 60% dans le groupe infliximab versus 30% dans le groupe adalimumab. Dans les deux groupes, la combothérapie permettait de diminuer le risque de développer les anticorps antimédicaments. Mais si on regarde l'efficacité de la combothérapie ou du traitement, on n'avait pas d'impact de la combothérapie dans le groupe adalimumab, alors qu'on avait cet effet dans le groupe infliximab. Maintenant, si on veut essayer d'identifier des malades qui sont à haut risque d'immunogénicité avec la monothérapie, on a maintenant des éléments qui peuvent nous aider. Le profil HLA DQ1-05, qui est retrouvé chez 40% de la population générale. Et là, c'est toujours ces données de PANSS, où ils ont stratifié en fonction de la présence de ce profil HLA et de la combothérapie. Donc les patients en monothérapie avec le profil HLA, c'est les patients en pointillés rouge. On voit sur la figure de gauche l'infliximab, 90% des patients développaient des anticorps à un an de l'initiation. On avait aussi le même signal avec l'adalimumab, avec une différence chez les patients qui avaient ce profil HLA, mais on avait un effet qui était moins important. Également, une autre situation au risque d'immunogénicité, c'est la réintroduction d'un anti-TNF qui a déjà été utilisé. Soit après échec chez des malades sévères, on va réutiliser un anti-TNF qu'on a déjà administré, ou des arrêts prolongés sur non-observance. Et concernant la combiothérapie, si on associe une nouvelle biothérapie à un anti-TNF qui a déjà été utilisé, c'est vrai qu'on n'a pas de données sur la possibilité de réduire l'immunogénicité avec une autre biothérapie comparée à un co-immunosuppresseur qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant depuis plusieurs années. L'intérêt de la combothérapie, elle peut être aussi pour augmenter le taux résiduel des anti-TNF. On sait que chez certains malades, on a besoin d'un taux résiduel plus élevé, et notamment chez les patients avec maladie de Crohn qui ont des lésions anopérinéales. Donc là, on avait cette étude observationnelle. On voit les malades stratifiés selon le taux résiduel d'anti-TNF, avec les taux de rémission luminale et les taux de rémission anopérinéale en rouge. On voit que quel que soit le groupe, selon le taux résiduel, on avait des taux de rémission périnéale qui étaient moins élevés que les taux de rémission luminale. Donc chez ces malades, on vise des taux résiduels plus élevés et la combothérapie peut nous aider pour ça. Notre population qui peut être intéressante, c'est les sujets obèses. L'obésité, on sait que c'est un état pro-inflammatoire qui entraîne une clearance plus importante des anti-TNF. Potentiellement, la combothérapie pourrait permettre d'avoir des taux résiduels plus élevés chez ces malades. Et une autre situation spécifique, les malades qui sont en perte de réponse sous une monothérapie anti-TNF avec des taux résiduels bas et présence d'anticorps anti-médicaments. On a des études avec un niveau de preuve qui n'est pas très élevé, mais ce qui est globalement identifié, c'est une efficacité si on
ajoute un immunosuppresseur dans ce contexte avec une réponse qui va être atteinte chez environ 50% des malades, la difficulté, c'est que le délai d'action il va être de plusieurs semaines. Donc ça va être une situation qui peut être intéressante d'ajouter le immunosuppresseur chez des malades qui ne sont pas trop sévères, des malades sévères. C'est vrai que ça va être difficile d'utiliser cette stratégie. Une autre situation où là on a un niveau de preuve plus élevé, c'est donc les patients qui sont en échec immunogène après un premier anti-TNF, donc qui ont des taux résiduels indosables avec des anticorps et qu'on souhaite switcher à un deuxième anti-TNF. Et donc c'est une situation qu'en pratique survient à peu près chez 25% des patients qui sont en échec des anti-TNF. On a un essai randomisé de l'équipe de Saint-Étienne, très belle étude, qui incluait 90 patients, des patients donc, qui étaient dans cette situation, échec après un premier anti-TNF, que ce soit infliximab ou adalimumab, et qui débutaient l'autre anti-TNF, donc soit infliximab, soit adalimumab, et ils étaient randomisés combothérapie avec de l'azathiopprine versus monothérapie. Et que ce soit dans le groupe infliximab ou dans le groupe adalimumab, on avait une efficacité supérieure de la combothérapie, et c'était principalement médié par la survenue d'anticorps antimédicaments. Donc le message ici, c'est que chez les malades qui sont en échec après un premier anti-TNF intraveineux, si vous débutez un anti-TNF sous-cutané, je pense qu'il faut le faire avec une combothérapie, sinon il faut envisager une autre biothérapie ou une autre thérapie avancée. Et aussi, là je pense qu'il y a un vrai intérêt à doser les taux résiduels et les anticorps quand les patients sont en échec et que vous les changez de ligne pour savoir quelle est la raison potentielle, en tout cas, de l'échec de l'anti-TNF. La question de l'infliximab sous-cutané, on l'utilise maintenant de plus en plus. On a des données, là c'est l'essai pivotal, où on voit que les taux sont plus stables dans le temps avec la forme sous-cutanée, comparé à la forme intraveineuse. Après, l'air sous la courbe était similaire entre les deux groupes. On n'a pas de données à l'heure actuelle pour statuer si oui ou non l'immunogénicité est réduite avec l'infliximab sous-cutané. On aura besoin de données complémentaires sur le sujet. La durée de la combothérapie, elle est entre 6 mois et 1 an en pratique. Pourquoi? Parce que 75% des anticorps antimédicaments sont développés dans les 6 mois après l'initiation, 90% dans l'année. Et on a l'essai-SPER qui est paru cette semaine dans le Lancet Gastro. Et donc on conclut qu'il n'y a pas de bénéfice sur l'efficacité de la poursuite de la combothérapie en cas de rémission. Les malades qui étaient en monothérapie infliximab avaient le même taux d'échec que les malades qui continuaient la combothérapie. Pourquoi la combothérapie, il ne faut pas la prolonger? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des risques potentiels associés à la combothérapie, évidemment. Le risque d'infection sévère, c'est ce qui a entouré, c'était des études qu'on avait faites à partir des données médico-administratives françaises. On augmente le risque à peu près de 20%. Et le lymphome, on sait que les thiopurines sont associées à un surrisque de lymphome. Donc l'associer aux anti-TNF, ça augmente le risque. Et là, on avait un effet additif de l'ordre de 2,5, ce qui avait été identifié aussi dans Sésame avec la monothérapie thiopurine. Donc, évidemment, ces risques relatifs, il faut les adosser à des incidences. Et donc, c'est chez des malades, des patients âgés avec des comorbidités, où là, la combothérapie se pose. Et maintenant, on a d'autres biothérapies avec des profils de tolérance qui sont potentiellement meilleurs que les anti-TNF. Et il faut sûrement envisager d'autres stratégies thérapeutiques. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut toujours faire une combothérapie avec l'infliximab. On a besoin de données complémentaires pour la forme sous-cutanée. Pour les anti-TNF sous-cutanés, on a des données très majoritairement avec l'adalimumab, mais on le fait principalement en monothérapie. La combothérapie, même avec un anti-TNF sous-cutané, il faut l'envisager chez les patients à haut risque d'immunogénicité. En termes d'immunosuppresseurs, comparé aux données qu'on a, on quand même utilise majoritairement les thiopurines plutôt que le méthotrexate, et on fait environ au moins 6 mois de combothérapie, voire 1 an, et on l'arrête si les malades sont en rémission. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Il y a une question, juste en attendant la première. C'est vrai qu'on dit la combothérapie avec l'Immurel, au début c'est important, mais y compris dans les dernières études comme SPER, on a une durée de suivi qui est de 2 ans au mieux. Est-ce que réellement, secondairement, il n'y a pas peut-être plus de perte quand même d'efficacité chez les patients chez qui on a arrêté l'Immurel? C'est vrai que c'est les deux éléments sur la réduction de l'immunogénicité. On a quand même l'impression que les anticorps surviennent surtout au début. Donc on peut se dire que l'impact sur ce volet, il est principalement au départ. Après, l'efficacité incrémentale, elle est là. On sait que les thiopurines, ça a une efficacité en monothérapie. Donc on peut se dire que les prolongés permettraient quand même d'avoir une efficacité au plus long terme.
Oui, mais alors ma question, elle prolonge un peu ça. Dans les Crohn avec des lésions anopérinéales, faut-il, à un moment donné, arrêter cette combothérapie? Ou est-ce qu'il faut, comme le reste, en rester à une mono? C'est une bonne question. C'est vrai que peut-être là, on peut céder des taux résiduels dans cette situation et discuter de prolonger ou pas. Évidemment, ça dépend de la réponse au traitement. Arrêter la combothérapie, on l'envisage chez des malades qui sont en rémission, chez des malades qui ont une réponse. Si on ne veut pas forcément arrêter le traitement, on va la prolonger plus longtemps. Donc c'est vrai qu'il faut réévaluer l'atteinte anopérinéale, sûrement avec un examen morphologique, et on discute dans les patients en rémission d'arrêter la combothérapie. Mais c'est sûr que chez ces malades, on va plus tendance à la prolonger que des patients qui ont une atteinte luminale. C'est vrai qu'on utilise encore assez peu le HLA dont tu as parlé, mais vraiment maintenant il y a des études concordantes et peut-être chez ces patients qui ont des formes anopérinéales complexes, qu'on a eu souvent du mal à mettre en rémission profonde, peut-être qu'on pourrait céder de ce HLA et en cas de HLA défavorable, peut-être garder la combothérapie. Pardon. Ouais, j'avais juste une question, Julien, merci. Tu nous as parlé d'anti-TNF, mais pas, par exemple, du STEC et de VEDO. Quelle est ta pratique aujourd'hui pour ces molécules? Parce que c'est vrai qu'on sur du STEC, on a des données qui nous disent plutôt mono. Quand on regarde Xavier, il nous dit plutôt 30 à 40% d'immunogénicité aussi du STEC. Donc, est-ce que tu le mets aussi en mono au début ou pas? Ouais. Ou en combo? C'est vrai que l'immunogénicité du vedolizumab, on n'a pas l'impression que ce soit très immunogène. Après, il y a l'efficacité incrémentale, et c'est vrai qu'on avait fait une étude sur les bases de données françaises et américaines qui montrait que la combothérapie Vedo avec l'éthiopurine était plus efficace que Vedo mono. Et l'idée, c'est que probablement c'est par l'efficacité incrémentale propre de l'immunosuppresseur, au-delà de cet effet, d'un effet potentiel réduisant l'immunogénicité. Et on n'avait pas cette différence dans la RCH, c'était la même chose mono versus combo. Pour les siculumab, c'est vrai que les données d'essai, on voit que c'était peu immunogène, mais on a l'impression maintenant, c'est vrai qu'il y a des données qui nous suggéraient peut-être qu'il y a un effet. Donc nous, en pratique, on le fait quand même en monothérapie majoritairement, mais chez des malades sévères, ne serait-ce que pour l'efficacité seule des thiopurines, je pense que ça reste à envisager. Dernière question. Très courte. Tu nous as présenté les données de l'infliximab IV. Qu'est-ce que tu penses de la combothérapie avec cet infliximab sous-cutané? Est-ce qu'il y a encore sa place? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ce sera beaucoup plus court? Il y a un rationnel peut-être pour dire que ce serait moins immunogène, mais on n'a pas de données. En pratique, c'est vrai qu'il y a déjà, je pense, des centres qui font des monothérapies. Nous, c'est vrai qu'à Saint-Antoine, on continue la combothérapie. On considère que la balance bénéfice-risque d'un traitement pendant 6 mois, elle est quand même plutôt en faveur du bénéfice. Mais c'est des choses, on a besoin évidemment de données pour savoir. Parce que ce serait bien, c'est sûr, de pouvoir faire une monothérapie infliximab le plus rapidement possible.